Bonjour à tous, bienvenue sur Team Sport, votre nouvelle radio 100% dédiée à l'actualité sportive de ces derniers jours. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et en ma compagnie cet après-midi en studio, il est spécialiste notamment des sports automobiles, Tanguy. Bonjour à tous. Passionné notamment de football et en ma compagnie également Tony. Bonjour à tous. Victor. Moi je suis passionné de rien, voilà. Bonjour Antoine. Et évidemment passionné également de tennis, principalement Alexis. Bonjour à tous. Alors les amis, ce soir on a un programme très chargé. On va revenir notamment sur l'exploit retentissant du 15 de France en rugby. C'était ce samedi contre la Nouvelle-Zélande. On décryptera ce match. Puis évidemment, nous nous poserons cette question: la Ligue 1 est-elle menacée avec les incidents qui ont émaillé la rencontre entre Lyon et Marseille? Puis nous ouvrirons la page sport automobile. On parlera de la Formule 1, de ce Grand Prix du Qatar, la victoire de Lewis Hamilton devant Max Verstappen, le 8e titre de champion du monde en rallye de Sébastien Ogier, ça sera aussi au programme. Enfin, on aura la rubrique présentée par Tony, sport de combat. On aura un petit mot de tennis aussi sur la finale entre Alexander Zverev et Daniil Medvedev, ça sera présenté par Alexis. Et enfin, on aura juste en guise de conclusion un petit mot sur la voile. Et puis je n'oublie pas le quiz à la fin. Le fameux. Je rappelle aussi un petit aparté sur le contexte dans lequel se déroule cette émission. Team Sport est né d'une ambition commune cette année de vous faire partager le contenu sportif que nous allons vous proposer. Et donc on est très heureux d'être réunis ce soir pour la toute première émission de cette radio. Messieurs, le 15 de France s'est imposé, et de quelle manière ce samedi face à la Nouvelle-Zélande, 40-25. Au-delà du score très important, la France nous a régalé en termes de jeu. Victor, tu as notamment couvert le match, tu étais devant les écrans. T'en as pensé quoi de ce match ? J'ai pensé que c'était un match, contrairement aux deux premiers de cette tournée d'automne, un match qui était abouti. Tous les déchets qu'on a pu voir, toute l'équipe brouillonne qu'on a pu voir lors des deux premiers matchs contre la Géorgie et contre l'Argentine, on a l'impression que ça s'est effacé en une semaine. On a retrouvé une équipe de France qu'on a pu voir notamment sur les deux derniers tournois destination. C'était une équipe de France conquérante, une équipe de France qui a été juste et concentrée sur tout le match, parce que certes, elle a fait une première mi-temps parfaite, elle a souffert aussi en seconde période, mais elle a su retrouver, on va dire, son envie du tournoi destination et son envie de gagner, qu'elle a mis en lumière, en c'est lumière, ça. Voilà, en fin de match pour repousser les All Blacks qui revenaient, qui sont d'ailleurs venus à 2 points, mais Damien Penaud a inscrit un essai sur une interception qui, on va dire, dans le temps fort des All Blacks, qui a remis l'équipe de France sur pied. Et au final, on a réussi quand même à gagner 40-25. Et c'est symbolique aussi de marquer 40 points contre les All Blacks. C'est la plus large victoire de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Messieurs, il y a un joueur qui vous a particulièrement bluffé lors de cette rencontre. Bovaka, qui est le talonneur du Stade Toulousain, qui a notamment marqué les 2 premiers essais. 9 sélections seulement pour ce joueur, et déjà très impressionnant. C'est vrai qu'on l'a vu très présent dans l'intensité, dans les combats, et en tout cas Bovaka, c'est la jeune pépite de cette équipe de France. Ouais, non, il était d'ailleurs très ému à la fin de la rencontre, on l'a vu en vrai. C'était vraiment très beau à voir. Un match super bien construit, tout ça. Et puis on a vu Romain Tamac aussi qui a fait une super prestation, enfin toute l'équipe en soi. Mais il y a quelques joueurs qui ont brillé en ce soir-là, et c'était magnifique. Romain Tamac, justement, ça relance depuis le lent-but. Victor, c'était très bon mouvement. C'est ce que je disais, on était en difficulté, et c'est sur des petits exploits comme ça, comme sur Ntamak, donc ça relance, et sur Damien Penaud, son interception. C'est des petits exploits comme ça qui font que l'équipe de France s'est imposée finalement sur cette deuxième période en difficulté. Et alors je vous pose cette question, on vient de battre la Nouvelle-Zélande, qui est quand même la meilleure équipe au monde. On est à 2 ans de la Coupe du Monde. On affrontera d'ailleurs la Nouvelle-Zélande, fait partie de notre groupe. Ça sera le premier match le 8 septembre 2023. Est-ce qu'on peut légitimement affirmer que l'équipe de France sera favorite pour le titre ?
Bah, moi, je trouve ça encore un petit peu trop tôt pour le dire. Mais c'est sûr que si on regarde les deux derniers tournois, on a fini tous les deux deuxième, je crois, ou troisième, deuxième, je crois, je sais plus. Bah, c'est quand même solide, quoi. Et c'est sûr que si on regarde par rapport aux dernières années, on est peut-être pas favori, mais outsider, quoi, en tout cas. Surtout que la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, se passe en France. C'est En ça, France, exactement. Donc je pense que le pays français peut tout donner pour soutenir les Bleus et donner aux 15 de France cette force pour aller jusqu'au bout. Ouais, c'est clair. Et puis moi, je tenais à dire aussi un petit mot. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire bravo à Galtier parce qu'il fait un travail formidable depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe de France. C'est le cas de tout son staff. On voit un 15 de France qui, depuis ces dernières années, reprend complètement du poil de la bête avec des jeunes joueurs aussi qui arrivent et tout ça. On a vraiment une équipe très compétitive et c'est un plaisir monstre de les voir jouer, battre les Néo-Zélandais comme ça, avec autant de facilité, entre guillemets, on va dire. Après, facilité, c'est peut-être un mot compliqué, mais c'est vraiment une prestation qui a été dessinée de bout en bout. Et Fabien Galtier et tout son staff, franchement, je pense qu'ils n'y sont pas pour rien. Et c'est vraiment une bonne chose, donc félicitations à eux. 40 points en plus contre les All Blacks, une performance. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que les Français ont inscrit autant d'essais contre les Néo-Zélandais? C'est pas en 1930 ou... C'était en 1999. Ça n'a rien à voir. Lors d'une demi-finale de Coupe du Monde, c'était justement à Twickenham et c'était donc le 31 octobre 1999. Et j'ai un petit peu préparé mes sujets. Donc c'était sur le score de 43 à 31. Antoine le pro des stats, on le rappelle. La France a malheureusement perdu en finale. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut ajouter. En tout cas, la France, c'est prometteur pour la suite. Je vais peut-être juste donner les deux autres résultats pour la fin de cette tournée d'automne, en affirmant que l'Irlande a battu l'Argentine 53-7 ce week-end, un gros score également, et que l'Angleterre sur le fil a battu l'Afrique du Sud 26, petite revanche entre guillemets on peut le dire par rapport à la Coupe du Monde 2019 où les Sud-Africains avaient battu les Anglais. On va passer à la Ligue 1 désormais, la Ligue 1, tout autre sujet désormais avec ce match. On ne pouvait pas ne pas l'élucider, ce match et cette rencontre entre l'Olympico Lyon-Marseille, arrêté dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1 après 4 minutes de jeu, après ce jet de projectile d'un supporter lyonnais sur Dimitri Payet. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ces incidents qui n'en finissent plus depuis le début de la saison? Personnellement, je regardais le match en live et on s'attendait à avoir une très belle affiche entre les deux formations. C'est plus un secret pour personne qu'aujourd'hui l'Olympico c'est une des affiches, voire la meilleure affiche du championnat aujourd'hui, celle qui a en tout cas le plus d'enjeux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On rappelle aussi que ces dernières années, il y avait beaucoup de clashs en dehors des terrains entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault qui aujourd'hui n'est plus en fonction. Mais donc beaucoup d'enjeux autour de ce match et c'est vraiment très décevant. On n'a même pas eu 2 minutes de jeu. Après, il y a 1h30 d'attente avec ce jet de bouteille-là. C'était très compliqué au niveau de la gestion, la LFP, toutes les organisations qui s'occupent de ce match. On n'a pas eu beaucoup de communication par rapport à ça, on était un peu dans le flou et c'était vraiment assez chiant, je veux dire le mot, assez chiant parce que on passait vraiment du temps à attendre tout ça. Il y a eu le speaker qui est venu à un moment donné nous dire que le match allait reprendre, le match n'a pas repris. Bon après on peut rappeler aussi que c'est un acte isolé, que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais même si c'est un acte isolé, c'est pas la première fois que ça arrive, ça fait déjà une dizaine de fois qu'il y a eu des problèmes comme ça en Ligue 1 depuis le début de la saison. Ça commence à devenir très embêtant pour l'image aussi de notre championnat national qui aujourd'hui a des joueurs de qualité, d'une qualité exceptionnelle et au final tout ça vient gâcher un petit peu ce spectacle-là, quoi. Alexis, t'en penses quoi de ces images, encore une fois, qui... Tout simplement, on n'aimerait pas voir ces images dans les stades de foot. Je suis assez d'accord, et moi aussi, comme Tanguy, je suivais le match et j'étais assez frappé par la violence de l'acte, c'est-à-dire que il y a toujours des problèmes autour de ces matchs, des bagarres dans les tribunes, autour du stade. Il y a toujours ce genre de soucis dans ces matchs à enjeu en Ligue 1, mais aller jusqu'à toucher un joueur, ça s'est quand même rarement produit dans l'histoire du football et encore moins en Ligue 1. Et je pense qu'on a quand même franchi une étape cette fois-ci. Et c'était important justement d'arrêter le match. Et je pense que les Marseillais ont eu la bonne réaction en ne revenant pas sur la pelouse. Parce qu'à un moment donné, il faut faire cesser ce genre d'acte. Le foot, c'est avant tout un spectacle, à mon avis, à mon sens. Et rien ne doit empêcher ce spectacle ou mettre en danger les acteurs. Les acteurs, c'est ceux qui permettent que ce soit possible. Donc si ils sont en danger, pour moi, c'est nécessaire d'arrêter le match. Et à mon sens, c'est logique même de l'arrêter. Je pense que l'arbitre a pris la bonne décision.
Sachant que je me permets d'ajouter quelque chose. Aujourd'hui, Dimitri Payet disait très clairement qu'aujourd'hui, il avait peur de tirer les corners. Donc si maintenant, aujourd'hui, on a des joueurs qui ont peur de jouer au football sur des terrains, qu'est-ce que ça va devenir derrière? Et c'est pas le plus seul, possible. malheureusement c'est pas le seul. On se rappelle de Neymar quand il est venu jouer sur le terrain de Marseille, au Vélodrome, les supporters marseillais qui étaient très chauds, Neymar aussi avait peur de tirer les corners à cause de ça. Malheureusement c'est triste parce que ça dépasse le spectacle qu'est le sport, là, ça reste un spectacle, hein. Donc on va pas à un concert ou une pièce de théâtre, on va pas jeter des trucs sur les acteurs, donc voilà, je pense que sur les joueurs de foot c'est pareil, ça reste des sportifs et ils font leur métier et il faut les laisser faire, on se divertit, on n'a pas à les agresser. Et notamment Dimitri Payet qui était sous le choc, d'après Jacques Cardoz, le directeur de la communication du club marseillais, qui a dit que Dimitri était très choqué. Il est resté de longues minutes allongé dans le vestiaire avec le choc de cette bouteille. Il me semble qu'il a été touché à la tempe, si je ne me trompe pas. Il a vraiment été très choqué. Il a été vu 2 fois par les médecins ce soir. C'est vrai que Dimitri Payet, en plus, il est visé à chaque fois. Il était visé à Nice, et à Lyon, il y a 2 jours, il était visé. Enfin, Tout à fait. c'est... D'ailleurs, on peut remercier Tante77 pour son commentaire qui a totalement raison. On peut le noter quand même, la gestion catastrophique de la Ligue. On a quand même dû attendre presque 2 heures pour savoir si le match allait reprendre. Tout le monde attendait, les supporters, les téléspectateurs, et finalement personne n'avait l'information. Et je pense que c'est important de le signaler. Un match comme ça où il y a de tels incidents, on devrait pouvoir avoir l'information rapidement et savoir si le match va reprendre ou pas. Parce que je pense que beaucoup étaient dans ce cas-là, mais moi je regardais le match et j'ai attendu pendant 2 heures devant la télé et c'est pas normal. La Ligue devrait communiquer plus sur ce genre d'événements et faire en sorte justement que ça ne se produise pas d'une part, et si ça se produit, d'arrêter le match tout de suite. Je pense que établir une règle pour que ces incidents soient plus pris en considération, ça devrait être quelque chose de primordial dans les futurs objectifs de la fédération. Et d'ailleurs, l'auteur de ces troubles qui a jeté cette bouteille a été placé en garde à vue, bien entendu. Il a réagi justement par rapport à ce jet de projectile. Ouais. C'est tombé récemment, là. L'information est parue récemment, donc au tribunal aujourd'hui. Il s'exprimait à propos de ça, donc il a dit, je cite, je veux m'excuser auprès de Payet et de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête. Je ne voulais pas viser Payet, je visais autour de lui, je ne voulais pas le toucher. Je me permets de dire qu'il est quand même sacrément maladroit, alors. Parce que vraiment, c'est chaud. Bref. Voilà. Pour rappel, un supporter niçois avait été condamné à 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction de stade après Nice-OM. Donc ouais, il faut arrêter ça parce qu'il avait pénétré sur la pelouse. Donc lui, s'il a jeté une bouteille, il va prendre cher. C'est ok, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était l'attitude de Jean-Michel Aulas, Aussi. qui disait qu'il pouvait reprendre le match. Non, je suis désolé, on peut pas reprendre le match. Puis même si on pouvait le reprendre, c'était surtout un symbole de pas le reprendre dimanche soir avec tous les événements qu'il y a eu. C'était surtout un symbole de pas le reprendre. C'est vrai. Et justement, on a une réaction sur le chat de Duitex qui nous dit « Des pères de famille se sont organisés, sont venus avec leurs enfants pour voir 3 minutes d'un match sans être remboursés. » Et d'ailleurs, on pourrait faire le contraste par rapport au rugby, sujet qu'on abordait juste avant. On a vu la communion entre les supporters de l'équipe de France. Alors là, c'est pas en club, on est avec une équipe. Mais quand même, c'est frappant de se dire on est dans 2 mondes totalement différents. Le rugby d'un côté et le foot, on voit ça quand même depuis le début de la saison. Alors, on voyait ça avant le Covid. Peut-être que le Covid, avec les matchs à huis clos, on s'est dit ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu ces images. Du coup, ça nous paraît lointain. Mais ça reste quand même dramatique. Et puis, je sais pas ce que vous avez pensé, messieurs, de cette citation de Jean-Michel Aulas, qui disait, donc déjà, je n'imagine pas qu'on ne rejoue pas. Le match devrait, je pense, trouver à un moment donné une casse pour être reporté. Et il continue, c'était hier soir, il faut être d'une mauvaise foi évidente pour comparer les incidents de Nice ou de Lens contre Lille. Ça vous... Ouais, pareil, il parle alors que quand c'était justement Nice, OM qui sont 2 concurrents au titre pour Lyon, en tout cas, enfin au titre, je dis ça pour les bonnes places plutôt parce que c'est le PSG qui va encore gagner. Non mais au niveau du classement, Nice, OM se battent avec Lyon et c'est des adversaires directs, on va dire, des concurrents directs. Et c'est vrai que quand c'est des envahissements de terrain sur leur match à eux, Aulas n'hésite pas à dire qu'il faut sévir et qu'il faut retirer des points. Et ça se fait pas parce que il dit ça, mais quand c'est son club, forcément,
Il défend ses intérêts, mais Il bon. défend ses c'est intérêts, ça. quoi. Il défend les intérêts de son club, c'est sûr, c'est un président de club, Ouais, mais c'est après on normal. rappelle que bon là c'est un très bon communicant. C'est vrai. C'est sûr que bon bah il défend ses intérêts, quitte à parfois salir sa propre image, hein, mais ça il nous l'a rappelé plusieurs fois ces dernières années. Mais bon, ça reste Jean-Michel Aulas, hein, on le connaît, et voilà quoi. Il défend son club. Donc. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'il faut donner une défaite sur tapis vert à Lyon, c'est-à-dire que Marseille s'impose 3-0? Est-ce que Lyon doit être sanctionné? Là, pour l'instant, provisoirement, Lyon va jouer son prochain match à huis clos. Est-ce que c'est suffisant comme sanction? Est-ce qu'il faut aller plus loin, frapper un grand coup? Je pose cette question. Selon moi, le retrait des points serait peut-être un peu exagéré dans le sens où c'est pas vraiment le club qui est responsable. Maintenant, je pense qu'on parlait de remettre en place des filets pour stopper d'éventuels projectiles. Je pense que c'est pas une idée stupide. Alors certes, ça serait un bond en arrière par rapport à ce qui se faisait avant, mais bon, compte tenu des circonstances, c'est pas si stupide. Et puis, je pense que le match va être rejoué. A priori, c'est ce qui semble se dessiner. Pour moi, ça serait une bonne idée de le jouer déjà à huis clos parce que bon, ce genre d'incidents peuvent pas avoir lieu si les matchs sont joués à huis clos. Après, les éventuelles pénalités seront décidées par les instances, mais je pense que le retrait des points serait peut-être un petit peu exagéré, même si au moins ça permettrait de faire comprendre aux supporters que c'est peut-être bien de rester dans le respect. Mais déjà, il y a eu un huis clos à titre conservatoire qui a été donné à l'Olympique Lyonnais. J'ai plus la date exacte jusqu'à quand il va aller ce huis clos. Mais avant tout ça, je pense qu'avant de donner des sanctions à l'Olympique Lyonnais, bien sûr, il en faudra parce que c'est inacceptable ce qui s'est passé. Mais avant ça, ce serait bien que la Ligue, à un moment donné, crée, je sais pas, un code pénal pour ce genre de choses-là. Je sais pas, des sanctions déjà imposées directement pour une infraction précise, parce que j'ai l'impression qu'on agit un peu au cas par cas selon les matchs, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a un peu un ras-le-bol par rapport à ça à un moment donné, parce que tel club va être pénalisé, tel club non, et tout ça. Et c'est sûr que bon, après, aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais va sûrement peut-être aussi prendre par rapport à tout ce qui s'est passé en début d'année. On verra comment ça se passe. Mais moi, honnêtement, personnellement, j'ai pas vraiment envie de ça. Il faut vraiment que tout le monde soit jugé à juste titre et en égalité, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Tanguy. Surtout que ça vient ternir l'image de notre championnat de France. Qui est déjà un peu mal vu à l'étranger. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que le championnat de France de Ligue 1 est menacé avec ces actes de violence à répétition? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'à un moment donné, la saison ne continue pas de cette manière, sinon on va pas aller loin. Non, c'est sûr. C'est dommage pour un Olympico en plus. Il y a 56 000 personnes qui étaient au Groupama Stadium. Ça devait être un soir de fête. Et c'est vrai que malheureusement. Comme disait Tanguy, l'Olympico est maintenant l'un des matchs les plus influents du championnat. Tous les étrangers, s'ils veulent regarder un match, même plus le Classico PSG-OM, parce que souvent depuis ces dernières années, le PSG a écrasé multiples fois l'OM. Forcément, l'Olympico reste le match le plus attrayant, puisque c'est deux équipes qui se valent. Ça dépend, parfois c'est l'OM qui gagne, parfois c'est Lyon. Donc c'est vrai que c'est triste, quoi. Voilà, qui vient refermer cette page autour de cet Olympico, donc et évidemment avec ces violences qu'on n'aime pas voir dans les stades. Justement, on va toujours continuer de parler du championnat de France de Ligue 1, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a d'autres rencontres qui se sont jouées ce week-end, qui n'ont pas été émaillées par des incidents cette fois. C'était la 14e journée de Ligue 1. Est-ce que, Alexis, tu peux nous donner quelques scores? Alors oui, tout à fait. C'était le retour de la Ligue 1 cette semaine, après une période de coupure suite aux matchs internationaux. Vendredi, journée d'ouverture, donc entre l'AS Monaco et le LOSC. Match qui s'est soldé par un score nul et vierge, non pas vierge, mais un score nul de 2 partout. Jonathan David qui a marqué 2 buts pour Lille très tôt dans le match, et Lille qui n'a pas su résister, qui a subi la pression de Monaco et finalement qui s'est fait rattraper par 2 buts sur coup en fin de match, et qui perd donc 2 points dans sa course à l'Europe, sachant que Lille est déjà mal positionné à la 12e place. C'est un peu triste compte tenu de son classement l'année dernière. Mais ce n'était pas le seul match. Samedi, c'était le PSG qui accueillait Nantes. Bon, pas de surprise, le PSG a remporté le match 3-1 sans rencontrer vraiment de problème. A noter quand même le premier but en Ligue 1 de Lionel Messi après son but en Champions League contre Manchester City. On peut également noter quand même la performance de Rennes qui a battu Montpellier
2-0, but de Madjer et Terrier. Rennes, donc, qui se positionne bien dans ce classement en Ligue 1. Ils sont actuellement 3e. La surprise du week-end, c'était à Brest. Lens venait en favori à Brest et Lens s'est fait écraser, 4-0. On attendait une équipe de Lens conquérante, Lens qui commence le championnat très bien cette année, et ce ne fut pas le cas. Elle s'est fait complètement dominer dès le début du match et n'a pas réussi à s'en sortir contre une équipe de Brest qui a montré une certaine force de caractère. Enfin, le gros score du week-end, 3 partout entre Metz et Bordeaux. Un match de grande intensité. Bordeaux qui croyait tenir sa victoire quand il gagnait 3-2 et qu'un joueur messin a été exclu. Malheureusement pour eux, Nguet, l'homme en forme du moment à Metz, a réussi à égaliser et le score s'en est fini à 3-3. Enfin, point sur le classement. Le PSG reste donc solide leader devant Nice et Rennes. Lens est 4e en attendant du coup le match qui sera sûrement rejoué par Marseille qui pourra du coup les devancer. Enfin, Saint-Etienne et Metz sont toujours relégables et Clermont jouera les barrages si on devait en rester ici. Voilà pour les résultats de Ligue 1 présentés par Alexis. Donc tu parlais de Lille d'ailleurs vendredi qui n'a pu faire mieux que match nul face à Monaco. Lille qui joue en Ligue des Champions ce soir face à Wolfsburg, c'est ça? Non, Salzbourg. Voilà, Salzbourg ce soir. Match très important pour permettre peut-être aux Lillois de faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire. Ouais, c'est ça. Ils sont à égalité de points avec Séville, donc si on gagnait aussi, Lille gagnait aujourd'hui, un grand pas vers la qualification et même, toujours pour continuer dans l'Europe, s'ils pourraient finir 3e aussi. 3e, donc Europa League. 3e, il serait reversé en Ligue Europa. On va continuer toujours sur le foot avec cette fois les résultats à l'étranger de ce week-end. Il y avait du foot en Angleterre, en Première Ligue, en Espagne, en Italie. Quels sont les résultats les plus importants, Alexis? Alors, il y avait du foot effectivement partout en Europe cette semaine. Tout d'abord en Angleterre, match d'ouverture de la 14e journée qui opposait Leicester à Chelsea, le leader. Et il n'y a pas eu match longtemps, Chelsea l'a emporté 3-0. Leicester n'a jamais vraiment existé dans le match. On peut quand même noter que les absents du côté de Leicester font un trou dans l'équipe, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avec les absences de Tielemans et Fofana, on a senti une certaine forme de fébrilité du côté des Saints. Mais ce n'était pas le seul match intéressant en Première Ligue cette semaine. Il y avait également Liverpool qui jouait contre Arsenal. Et là non plus, il n'y a pas eu match. Les Reds ont écrasé Arsenal 4-0. Je ne sais même pas si on peut parler de match parce que Arsenal n'a jamais vraiment réussi à exister. Ils se sont fait dominer du début à la fin et le score est logique compte tenu de la physionomie du match. Enfin, un des derniers favoris pour le titre cette année, Manchester City recevait Everton. Et là non plus, il n'y a pas eu débat très longtemps. Les Citizens ont battu Everton 3-0 sans vraiment forcer. Au classement, du coup, Chelsea reste solide leader avec 29 points. 3 points devant Manchester City qui n'est pas loin. Liverpool est à 1 point, lui, de Manchester City et complète le podium. Enfin, Arsenal, défait cette semaine par Liverpool, 5e. Tottenham et Manchester United, les autres potentiels européens, sont eux 7e et 8e et sont quelque peu à la traîne. Newcastle, Norwich et Burnley restent donc dans la zone rouge cette semaine après des défaites de leur part et des matchs nuls qui ne leur permettent pas de prendre assez de points pour revenir dans la bonne partie du classement. Les résultats en Italie maintenant? En Serie A, il y avait beaucoup de bons matchs cette semaine. On a commencé par l'Atalanta qui jouait contre la Spezia. L'Atalanta, équipe très offensive, qui l'a donc remporté 5-2. C'est le gros score du week-end en Serie A, sans vraiment avoir de soucis à ce niveau-là. Un des chocs opposés cette semaine, la Juventus qui se déplaçait sur le terrain de la Lazio de Rome. Et elle l'a opposé sur le score de 2-0. 2 buts de Leonardo Bonucci, le défenseur central de la Juve. 2 buts sur penalty d'ailleurs, on peut le noter. La Juve qui a été assez brouillonne dans le jeu, mais qui a réussi à concrétiser ses occasions sur coup de pied arrêté. Autre match à but, la Fiorentina recevait l'AC Milan. Et l'équipe de Zlatan, une fois n'est pas coutume, n'a pas gagné malgré un très bon début de championnat. Ils ont été défaits 4-3
par la Fiorentina qui a pu compter sur son attaquant Vlahovic en très grande forme. Il a inscrit un doublé et le doublé d'Ibrahimovic en contrepartie n'a pas permis à son équipe de revenir au score. Enfin, un dernier choc en Serie A. L'Inter recevait le Napoli, leader incontesté en ce moment. Et le Napoli a essuyé une défaite. C'est la première en Serie A pour le Napoli. 3-2. Le Naples reste malgré tout leader, à égalité de points avec le Milan AC qui a perdu aussi ce week-end et qui est donc devancé à la différence de but. L'Inter complète le podium et revient donc à 4 longueurs du leader. L'Atalanta prend la 4e place qualificative pour la Champions League, suivi de près par les 2 équipes romaines que sont l'AS Roma et la Lazio. La Juve, elle, est 8e. Dans la zone rouge, on retrouve le Genoa, Cagliari et Salernitana, équipe du bien connu en France, Franck Ribéry. On passe à la Liga maintenant. La Ligue 1. On a déjà La Liga. La Liga. En Espagne, pas vraiment de choc cette semaine, mais les favoris jouaient tous. Le FC Séville, tout d'abord, a été surpris par Alaves, mais a quand même réussi à conserver le point du match nul grâce à un but tardif à la 90e de Ivan Rakitic. L'Atlético, lui, recevait Osasuna et a réussi à se défaire de l'équipe d'Osasuna à la 87e sur un but de Felipe de la tête. A noter la titularisation d'Antoine Griezmann en pointe à la place de Luis Suarez. Enfin, du côté de Barcelone, c'était les débuts de Xavi, l'équipe du FC Barcelone qui a un peu peiné face à son adversaire du jour, l'Espagnol de Barcelone, mais qui a réussi à s'en sortir sur un but, comme toujours, de Memphis Depay sur penalty. Le Real Madrid, lui, n'a pas eu trop de soucis avec Grenade et s'en est défait assez facilement 4-1. On peut également noter un gros match du milieu du Real composé de Kroos et Modric qui ont montré une nouvelle fois qu'ils font partie des meilleurs à leur poste. La Real Sociedad, elle qui était leader, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre Valence et perd donc sa première place. Au classement, le Real Madrid profite donc du match nul de la Real Sociedad pour prendre la tête avec un point d'avance sur les Basques. Le FC Séville est 3e. L'Atlético est 4e avec 4 points de retard. Le FC Barcelone, lui, est 7e avec 20 points et 10 de retard sur le Real Madrid. Ça s'annonce compliqué pour le titre. Elche, Retafe et Levante sont les relégables en Liga. Et enfin la Bundesliga pour finir. Des surprises ont eu lieu en Bundesliga. Cette semaine, le Bayern Munich était en ouverture de la journée à Augsbourg. Et surprise, Augsbourg a gagné. Augsbourg a remporté le match 2-1 malgré un but de Lewandowski. Le joueur promis à un futur ballon d'or n'a pas réussi à permettre à son équipe de revenir. Le Bayern reste donc sur une défaite pour cette semaine. Le RB Leipzig confirme sa méforme du moment et perd également sur le terrain d'Offenheim 2-0. Le Bayer Leverkusen, lui, s'impose 1-0. Le Borussia Dortmund, enfin, profite des deux contre-performances de Leipzig et du Bayern Munich et s'impose 2-1. Le Bayern reste donc toujours leader malgré une défaite assez rare, on peut le souligner quand même, et devance le Borussia Dortmund qui revient bien et qui est maintenant à 1 point. Fribourg fait figure d'étonnant 3e, Leipzig est 7e. Enfin, l'Arminia Bielefeld, le Greuther Fürth sont les 2 relégables et Stuttgart disputera les barrages si on en restait là bien sûr. Merci Alexis pour ces résultats complets au niveau des championnats étrangers. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces résultats du week-end ? Moi, je pensais surtout à Arsenal à un moment donné, parce qu'on a vu aussi l'altercation qu'il y a eu entre Arteta et Klopp à un moment donné. C'était assez virulent, les deux ils se sont criés dessus. C'était vraiment, c'était beau à voir, parce que c'est rare qu'on voit des entraîneurs se gueuler dessus comme ça. Mais bon, ça montrait un petit peu la tension un petit peu qu'il y avait dans le match entre les deux équipes. Mais bon, on a vu du coup, comme l'a très brillamment dit Alexis, Liverpool qui était très clairement au-dessus d'Arsenal. Et puis voilà, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire quand c'est comme ça ? Arsenal n'est pas au niveau en Première Ligue, plus au niveau auquel ils étaient il y a quelques années. Mais voilà, bon, c'est dommage pour eux, mais Liverpool, bravo. Voilà pour ces scores, une réaction Tony Victor. Non, on va passer maintenant, on a fait le tour au niveau du foot.
On va passer à la rubrique sport auto. Bah oui, parce que ce week-end, il y avait quand même un Grand Prix de Formule 1 et un Grand Prix qui s'est soldé par la victoire de Lewis Hamilton. Tanguy était correspondant pour nous sur ce Grand Prix. Tanguy, voilà, donc un petit résumé de ce 20e rendez-vous de la saison. Avec plaisir, hein, ouais, franchement. Ouais. Pourquoi rater un Grand Prix de Formule 1? Vraiment, ça je vous le demande. Hein. Du coup, ce week-end avait lieu le premier Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail, hein, un circuit à très haute vitesse, avec de nombreux secteurs très rapides, de virages très rapides, sur un circuit habituellement emprunté par le MotoGP, la catégorie reine du coup de deux roues. Dès le vendredi et les premiers essais libres de ce Grand Prix du Qatar, une tendance s'est rapidement dégagée envers Mercedes avec de très bons chronos signés Valtteri Bottas, hein, qui est très très présent sur des chronos en un tour, qui après a plus de difficultés en Grand Prix, mais ça on en reparlera plus tard. On a aussi pu remarquer un Pierre Gasly très en forme en début de week-end, hein, deux deuxième place aux 2 premières séances d'essais libres. C'était de très belles performances, mais bon, à l'image de Valtteri Bottas aussi, Pierre Gasly a eu beaucoup plus de mal ce dimanche. On en reparlera aussi après. Ce samedi, du coup, les qualifications, le samedi, on voit toujours les qualifications du coup le samedi en Formule 1, hein, les qualifications ont confirmé cette tendance pour les flèches d'argent, les Mercedes, avec un Lewis Hamilton très très en jambes après sa victoire du Brésil, qui a clairement relancé et redonné confiance aux Britanniques ainsi qu'à son écurie. La Q3 s'est ensuite révélée très très mouvementée puisque Pierre Gasly a atomisé son aileron sur les vibreurs du virage 15 du circuit, des vibreurs sur le Grand Prix du Qatar sur le circuit de Losail qui sont très rugueux. Donc du coup il a complètement cassé son aileron sur ces vibreurs et son aileron a fini par cisailler complètement son pneu avant droit et il a dû ensuite s'arrêter du coup en pleine ligne droite sur la ligne droite de départ-arrivée du circuit de Losail. Et donc à cause de cet emplacement très très dangereux sur le circuit, on a eu un double drapeau jaune, les commissaires ont sorti le double drapeau jaune. Cependant il y a 3 pilotes qui n'ont pas respecté ce drapeau jaune. Parmi ces pilotes, il y a eu Max Verstappen, Valtteri Bottas ainsi que Carlos Sainz, qui ont ensuite été auditionnés par les commissaires et été pénalisés à cause de cet irrespect des consignes de sécurité en piste. Alors les conséquences de cet irrespect, Max Verstappen a donc pris 5 places de pénalité contre seulement 3 places pour Bottas. Donc Max Verstappen partait alors 7ème, juste derrière le Finlandais Valtteri Bottas qui partait lui 6ème du coup. Alors que du coup Lewis Hamilton lui partait en pole position avec notre Pierre Gasly national, Cocorico, qui partait en première ligne. Et donc c'était une très belle performance, le meilleur résultat en qualification de Pierre Gasly qui avait eu le 4e temps mais avec ses pénalités qui étaient donc en première ligne. Alors dès le départ de la course, on a vu Max Verstappen qui a pris un départ monumental, monstrueux, il est parti à une vitesse folle, vraiment limite aucun patinage lors du départ, donc il a gagné 3 positions, il est venu se placer à la hauteur d'Alonso dès le 2e virage, Alonso qui a défendu de manière très musclée sur le pilote Red Bull, qui est même allé visiter un petit peu l'extérieur de la piste. Mais du coup, Max Verstappen s'est très, très rapidement débarrassé de Pierre Gasly et d'Alonso et pour se mettre en chasse d'Hamilton quelques tours plus tard. Mais tout au long de la course, Lewis Hamilton a fait preuve d'une gestion de course formidable, digne de ses meilleures heures. Alors que Max Verstappen était quant à lui en 2e position à une distance assez confortable, on peut le dire, pour Lewis Hamilton. Donc pas de surprise jusqu'à la fin de la course. Lewis Hamilton a remporté le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire de la Formule 1 et Max Verstappen termina second du Grand Prix avec le meilleur tour en course. Résultat au classement, du coup, on a un écart toujours, Max Verstappen premier avec 8 points d'avance sur Lewis Hamilton. Cet écart qui se rapproche petit à petit, qui se réduit petit à petit. Et donc ça nous promet clairement une très très belle bataille pour la fin de la saison. Au classement des constructeurs aussi, on a Mercedes qui se rapproche à 5 points de Red Bull. Donc vraiment, on va avoir un très beau spectacle jusqu'à la fin de la saison. Il faut aussi rappeler que le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite qui va avoir lieu dans 2 semaines est un circuit assez rapide avec des virages rapides aussi. Et c'est un circuit vraiment qui peut convenir aux Mercedes. Alors attention Red Bull, à Lewis Hamilton. Donc cette fin de saison s'annonce complètement folle et c'est une des meilleures saisons que la Formule 1 ait connue ces dernières années. Donc j'ai une question pour vous messieurs, une petite question que tout le monde se pose en ce moment-là. Quel est le favori selon vous, objectivement, pour la victoire au championnat du monde en cette fin de saison? C'est compliqué, mais je pense que Lewis Hamilton pourrait être champion du monde parce que là il reste 2 courses. Max Verstappen est encore jeune, Hamilton a de l'expérience. Je pense qu'il va pouvoir qu'il va tirer son expérience pour profiter des petites erreurs de Max Verstappen, j'ai pas envie de dire de débutant, mais de jeunes pilotes.
il peut profiter de ces petites erreurs pour devenir champion du monde, Hamilton. Je suis d'accord avec toi, Victor. Je pense que Hamilton va quand même revenir et faire une remontada. Même si le deuxième, il est pas loin. Et je pense que, on l'a vu ces dernières années, il est quand même très fort et il a gagné pas mal de titres et il a l'expérience, comme disait Victor. Donc pour moi, il devrait réussir à se hisser à la première place. Ouais, complètement. Mercedes, de toute façon, ouais, Hamilton qui a, comme vous l'avez dit, l'expérience et ouais, les circuits sont en sa faveur pour la prochaine fois. On a aussi vu Christian Horner et Toto Wolff qui sont aussi en grosse bataille. Donc il y a tout cet aspect-là que Red Bull ne connaît pas encore ou connaît très peu parce qu'ils n'ont plus connu cette position-là depuis 2013. Donc il faut voir comment ça se goupillera jusqu'à la fin de la saison, mais c'est très beau à voir en tout cas. Alexis, un favori pour cette fin de saison ? Comme mes compères, je pense que Lewis Hamilton va faire la différence dans les 2 dernières courses et montrer toute son expérience pour devenir champion. Et ben moi, je vais pas dire comme vous. Je vais essayer de vous faire mentir. Je pense que à l'audace, au talent, même si le prochain circuit est, comme l'a dit Tanguy, un circuit tracé pour les flèches d'argent, moi je pense que Verstappen peut tenir, même si ce sera extrêmement compliqué. Moi je pense que Verstappen sera champion du monde. Voilà. Eh bien, on a hâte de voir ça. Et justement, Tanguy, cette question, parce que Verstappen lui prend d'avance encore sur Hamilton, quelles sont les conditions pour que le pilote hollandais soit titré champion du monde en Arabie Saoudite dans 2 semaines ? Très belle transition, Antoine, je te remercie. Alors du coup, il y a plusieurs conditions pour ça. Donc il faut que Max Verstappen gagne le Grand Prix ou signe le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton termine 6ème ou en dessous. Il y a une autre condition que Max Verstappen gagne le Grand Prix sans le meilleur tour en course du coup et que Lewis Hamilton termine 7ème ou en dessous. Attention, c'est un petit peu compliqué, hein, il faut comprendre tout ça, c'est pas simple mais bon. Et il y a encore deux autres conditions. Si Max Verstappen termine 2ème et prend le meilleur tour en course, il sera champion si Lewis Hamilton termine 10ème ou en dessous. Et si Max Verstappen termine 2ème sans le meilleur tour en course et que Lewis Hamilton ne marque pas de points, Max Verstappen sera titré, donc la première balle de match à suivre la semaine prochaine. Voilà, vous avez toutes les infos, toutes les conditions qui permettent de savoir qui sera champion du monde, comment Max Verstappen pourrait se retrouver champion du monde en Arabie Saoudite. On a parlé donc de la victoire d'Hamilton, de la 2ème place de Verstappen et Alonso sur Alpine. Fernando Alonso a retrouvé un podium en Formule 1, ça n'était plus arrivé depuis 7 ans. Et un Grand Prix alors en 2014 disputé en Hongrie. C'est sympa de le revoir sur le podium. C'est sympa, mais qui a dit qu'Alonso était mort ? C'est incroyable de le voir à ce niveau-là encore aujourd'hui. Donc il faut noter tout d'abord aussi que c'est le 2e podium de la saison pour Alpine, hein, après la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie. Et c'est certainement aussi l'un des meilleurs week-ends de la saison pour Alpine, qui est un petit peu un niveau en dessous de ce qu'on attendait d'eux, mais qui saisissent les opportunités et qui arrivent à faire des belles courses quand il le faut. Donc du coup, pour parler d'Alonso, c'est son 98e podium en carrière, hein, donc vraiment une légende du sport automobile, mais c'est aussi son premier depuis 2014, alors qu'il pilotait encore pour Ferrari. Et donc il montre très clairement qu'il a encore de quoi apporter à la Formule 1, qu'il a encore un peu du fil à retordre. Et c'est pas un secret pour personne, hein. Fernando Alonso c'est une légende du sport. Ce podium il vient aussi nous faire oublier un petit peu l'époque où il était chez McLaren Honda là, entre 2015 et 2018 où on se rappelle du GP2 Engine, tout ça, où il critiquait son écurie très clairement, ouvertement. On voyait du coup Fernando Alonso un peu aigri de ses performances de sa voiture, un petit peu saoulé de tout ça. Et donc aujourd'hui c'est juste parfait de le voir à ce niveau-là. Donc j'ai aussi une petite question pour vous, messieurs. Est-ce un retour réussi en Formule 1 pour Alonso, malgré la saison en demi-teinte d'Alpine, qui n'est pas au rendez-vous, du coup, comme on aurait pu l'attendre en début de saison ? Tony, Victor ? Un retour à voir sur la dernière course, c'est ça ? Il ne reste plus qu'une course ? Il reste 2 courses. Pardon. Je pense qu'en tout cas, ici, il a pu se montrer sur cette course. C'était une belle performance de sa part. Maintenant, c'est vrai qu'avec son âge, je ne sais pas si ça va vraiment compter. Autant qu'il laisse la place aux jeunes, c'est vrai que, quand je dis ça, c'est que je pense pas qu'il ait le niveau pour continuer. Ça arrive. J'ai envie de dire que c'est un peu par chance, parce que c'est rare qu'il fasse un podium. Comme tu l'as dit, son dernier podium c'était en 2014. Donc mais ça reste quand même une belle performance. Donc espérons pour lui qu'il continue sur ses performances, mais à mon avis, je pense pas. Moi, j'ai trouvé plutôt correct Alonso sur cette saison. Parce que Alpine, il ne faut pas oublier que c'est la première saison d'Alpine. C'est une voiture qui a quand même du mal. Certes, ils ont des bons pilotes. Hein, c'est grâce, je pense en partie grâce aux pilotes
que Alpine obtient des résultats. Il ne faut pas oublier qu'Alonso a quand même été souvent dans le top 10 cette saison. Donc moi je trouve que c'est quand même un retour en F1 correct pour Alonso. Ça pourrait être mieux mais c'est correct. Non, très clairement, puis en plus il bat Esteban Ocon quasiment à chaque week-end, hein. Il est devant au classement sur Esteban Ocon, on sait qu'en Formule 1 c'est très important de battre son coéquipier pour tout simplement la réputation, hein. Parce que évidemment quand on est dans la même équipe avec un autre pilote, on a la même voiture, les mêmes performances, et du coup c'est là où on peut juger la réelle performance d'un pilote, et Fernando Alonso montre que cette année, même si Esteban Ocon a gagné un Grand Prix, qui montre que cette année il est au-dessus, donc à voir. En tout cas il lui reste encore un an de contrat en 2022 et on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà, hein, et n'hésitez d'ailleurs pas à réagir sur le chat. Quel est votre favori pour la victoire au championnat du monde de Formule 1 ce que vous pensez également de la 3e place d'Alonso ce week-end. Voilà pour cette parenthèse Formule 1. C'est vrai que ce championnat va nous livrer quand même encore 2 manches finales très très intenses. Il a remporté un 8e titre, c'est Sébastien Ogier. Ogier, on n'a pas oublié de l'évoquer en WRC. Pour finir en beauté, le Français Sébastien Ogier s'est imposé avec son coéquipier Julien Ingrassia à Monza ce week-end et a surtout remporté, grâce à cette victoire, un 8e titre consécutif sur leur Toyota Yaris. Un gros palmarès encore à l'actif de Sébastien Ogier qui se retire, pas totalement du rallye, mais en tout cas à temps plein, sur un nouveau titre. Ouais, très clairement. On a encore eu, on sait qu'en WRC, de toute façon, les Français ils sont toujours là, hein, mais le duo Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, ils ont marqué leur sport ces dernières années, donc ils ont remporté leur 8e et dernier titre de WRC, comme tu l'as justement dit. Et ce dernier rallye de Monza, ils l'ont extrêmement bien géré, hein, du début jusqu'à la fin. Ils ont fait un rallye complètement exceptionnel, hein. À leur niveau est complètement incroyable. C'est aussi dommage, un peu frustrant de les voir s'arrêter là, mais bon, c'est comme ça. Donc on le rappelle, le duo ne courra plus en WRC, hein, comme l'avait très explicitement annoncé Sébastien Ogier l'an dernier. Et donc rendons hommage, hein, à ce duo légendaire du WRC qui arrête sa collaboration à seulement un titre mondial du duo mythique Sébastien Loeb et Daniel Elena. La référence clairement de cette catégorie, hein, les meilleurs du monde. Donc Ogier et Ingrassia ont remporté 8 titres mondiaux en 9 saisons, ce qui est complètement incroyable. Et c'est encore une ère qui se termine et qui laissera sûrement place à de nouveaux champions. On peut penser à de nombreux pilotes, hein, de nombreux jeunes qui sont dans la catégorie. Hein. Mais je tiens aussi à souligner, messieurs, le fait que globalement, hein, les sports automobiles français brillent dans plein de catégories ces dernières années. Et c'est un bonheur de voir chaque week-end des Français qui montent sur la plus haute marche du podium ou sur le podium et qui font aussi retentir la Marseillaise. Et c'est très beau à voir, ça fait plaisir. Et surtout que Sébastien Ogier, on aura remarqué qu'il a marqué l'histoire justement du WRC. On avait déjà eu Sébastien Loeb avec 9 titres de champion du monde. Mais je crois bien, mais Sébastien Loeb qui a gagné tous ses titres avec la même marque Citroën. Et Ogier qui lui est devenu champion du monde 3 fois avec... non pas 3 fois pardon, 7 fois 8 fois. 8 fois du coup, et avec 3 marques différentes. Il a d'abord commencé avec la Volkswagen Polo il me semble, avant d'avoir un autre titre avec la Ford Fiesta. Puis cette année avec la Toyota Yaris. Ouais, c'est ça, cette capacité d'adaptation qu'ils ont eu, le duo, c'était quand même assez incroyable, hein, parce qu'ils avaient jamais ils ont eu la bonne voiture quelques années, la meilleure voiture, mais pas tout le temps. Ils ont quand même réussi à aller chercher des titres au forceps, hein, entre guillemets, et c'est beau à voir. En tout cas, c'est pas pour rien qu'ils ont 8 titres de champion du monde, hein. C'est pas comme dans d'autres sports où il faut avoir la meilleure voiture pour gagner. Et là, eux, ils ont réussi à gagner avec des voitures un petit peu moins performantes, et félicitations à eux, hein, que dire de plus. Puis Sébastien Ogier qui sera peut-être dans quelques années qui va peut-être se tourner vers l'endurance, pas à l'horizon 2022, mais peut-être à l'horizon 2023. En perspective, peut-être pour lui les 24 heures du Mans. On verra bien ce qu'il décide. Peut-être toujours avec le constructeur Toyota. On discutera quand il en sera question. On a eu des commentaires. Est-ce qu'on parle du rugby de France-Nouvelle-Zélande ? Je vous rappelle que cette émission est proposée en direct et également en replay. Vous pourrez avoir le replay. On a évoqué la victoire de la France face à la Nouvelle-Zélande en début d'émission. Voilà, peut-être qu'il y a eu du retard pour certains, mais en tout cas, la France qui a battu la Nouvelle-Zélande. On le rappelle, 40-25. On en a parlé autour de la table en tout début d'émission. Voilà, maintenant la rubrique qui s'ouvre, la rubrique arts martiaux. La rubrique sport de combat, c'est ça. Arts martiaux.
présenté par Tony. Il y avait du sport et du sport de combat ce week-end, avec notamment un nouveau titre de champion du monde pour Steven D'Acosta. En karaté, et puis de la boxe anglaise aussi, entre Terence Crawford et Sean Porter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est bien ça, donc voici les deux rencontres qui nous ont marqué ce week-end. Alors tout d'abord samedi soir à Las Vegas, les 11 000 spectateurs de la Michelob Ultra Arena ont assisté à un match pour le titre de champion du monde WBO entre Terence Crawford, 34 ans, tenant du titre, avec 38 combats pour 38 victoires, opposé à Sean Porter, 34 ans également, le challenger qui, avant ce combat, restait sur une série de 35 combats pour 31 victoires, 1 nul et 3 défaites. Les deux combattants en welters, donc ça veut dire les moins de 67 kg, ont livré un bon combat qui s'est terminé au 10e round. L'invaincu Crawford a dominé tout le long du combat et a envoyé Porter en début de 10e reprise au tapis avant de finir l'opposition par KO technique. Sean Porter a annoncé après sa défaite vouloir mettre un terme à sa carrière, ce qui était déjà prévu et réfléchi, peu importe le résultat à la fin de ce combat d'après lui. Puis on en vient au karaté, donc encore un exploit français, Cocorico. Le champion olympique français Steven D'Acosta a régalé en remportant son deuxième championnat du monde à Dubaï, en éliminant son adversaire, le macédonien Emil Pavlov, 29 ans, en finale des moins 67 kg. Le petit prince français de 24 ans l'emporte 8-0 après un waza-hari, donc c'est un coup de pied au corps qui vaut 2 points, et 2 hippons, donc un coup de poing après balayage qui vaut 3 points. A noter aussi la présence du frère de Steven, Jesse D'Acosta, qui lui est sur le podium avec une médaille de bronze en moins 84 kg. Justement, messieurs, j'ai une question à vous poser aussi moi. Que pensez-vous donc que le fait que cette discipline, le karaté, ne soit pas présente au prochain JO de Paris 2024 car ils ont fait leur apparition pour la première fois lors des derniers JO à Tokyo et les décideurs des JO 2024 n'ont pas voulu continuer avec ce sport. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que le karaté a une place aux JO ? Des décisions étonnantes, hein. C'est vrai que en plus on a vu quand même Steven D'Acosta et puis même les Français quand même briller à Tokyo dans ce sport qui était quand même implanté au JO à Tokyo, donc pourquoi le remplacer par d'autres disciplines en 2024 ? Moi je suis assez déçu pour être franc. Moi aussi, surtout que je crois que c'est remplacé par le breakdance. Même non, le hip-hop. Ouais. Il y a 3 nouvelles. J'ai rien contre le hip-hop, hein, mais bon. Les 3 nouvelles disciplines présentes au JO 2024 qui ont été votées. Donc il y a notamment le hip-hop qui se jouera dans la rue sur Paris, le BMX. Le BMX sur plusieurs, les BMX il me semble freestyle où il y sera surtout les figures et les courses de BMX. Mais aussi le surf, et dans ce cas-là ce sera en Outre-mer, donc en Polynésie française que se déroulera les épreuves. Mais c'est vrai que le karaté est un sport pour moi légitime, surtout que les seuls sports de combat qu'on puisse avoir au JO, il y a notamment la boxe anglaise, le judo, la lutte et le taekwondo, donc je vois pas pourquoi le karaté ne pourrait pas en faire partie. C'est mon avis. Et surtout qu'en plus on a la chance d'avoir des Français qui brillent, en judo aussi forcément. En boxe aussi on est pas mal, au niveau sport de combat en France on n'est pas trop mal, mais c'est vrai que karaté, Steven D'Acosta est une révélation en tout cas, et pour moi c'est un des meilleurs combattants karatéka actuels. Voilà. Non mais c'est dommage aussi parce que le CEO ils ont des choix un peu bizarres. Moi j'ai envie de te dire pourquoi autant mettre la pétanque alors dans ce cas-là, je sais pas. On peut mettre des sports comme ça peut, j'en sais rien, c'est bizarre les choix de sport. Le breakdance c'est un sport si c'est sûr, mais bon je comprends pas tous les choix du CEO, c'est un peu bizarre des fois. En tout cas merci Tony d'avoir nous présenté cette rubrique sport de combat. C'est vrai que ils sont pas souvent médiatisés, c'est vrai que c'est un petit peu la spéciale de Team Sport, vous proposez des sports pas forcément toujours qu'on parle pas forcément souvent, donc comme ces sports de combat. Et maintenant on va juste parler un tout petit peu en quelques mots de tennis, parce qu'il faut savoir qu'il y avait aussi une finale qui se jouait ce dimanche. C'était le Master de Turin, le dernier Master de cette saison, et cette finale entre Alexander Zverev l'allemand et Daniil Medvedev remportée par l'allemand. Alexis, tu as regardé le match Ouais, comme tu l'as dit, c'était la finale du Masters entre Medvedev et Zverev. Un match qu'on attendait parce qu'il opposait la tête de série numéro 2 à la tête de série numéro 3. Novak Djokovic étant éliminé en demi-finale par Zverev, donc on pouvait attendre un grand match lors de cette finale. Et malheureusement, on n'a pas assisté au combat qu'on voulait. Je pense que ce jour-là, Zverev était un ton au-dessus de Medvedev et malheureusement, il n'y a pas eu match longtemps en fait. Medvedev a été breaké assez tôt dans les sets, au deuxième jeu au premier set et au troisième jeu au deuxième set. On rappelle quand même que lors des Masters, ça se joue en 2 sets gagnants.
Et il n'y a jamais eu de réaction d'orgueil de la part de Daniil Medvedev, qui a été dominé et qui n'a pas montré vraiment de volonté d'aller à l'encontre de cette domination adverse. Et il a finalement perdu la finale, du coup 6-4, 6-4, très logiquement, face à un Zverev quand même qui est monté en puissance au fur et à mesure du tournoi. Il a d'ailleurs perdu en phase de poule contre Medvedev. Et là, il a pris sa revanche, notamment grâce à un service très très costaud. Donc on peut féliciter l'Allemand, qui signe une belle victoire en Masters. C'est d'ailleurs sa 2e victoire lors des Masters. Donc bravo à lui. Et d'ailleurs, Zverev, nouvelle victoire, grosse victoire face à Medvedev, qui avait quand même remporté l'US Open en 3-7 gagnant, en 3-7 sec face à Novak Djokovic. On peut peut-être se dire que Zverev pourrait éventuellement gagner son premier Grand Chelem. On parle souvent de cette génération, la Next Gen, et c'est le cas de le dire, pourquoi pas Zverev remporter un premier Grand Chelem dès 2022. C'est très possible, hein, c'est très possible. On voit que d'ailleurs Rafael Nadal et Roger Federer arrivent un peu à la fin de leur ère, hein, c'est triste mais c'est comme ça. Et ouais, cette nouvelle génération elle fait plaisir à voir, il y a du spectacle et tout, et ça va pas tarder. Je pense que ce soit Medvedev, Zverev ou encore d'autres joueurs, je pense aussi à Yannick Sinner qui arrive aussi en force. Tous ces joueurs-là, vraiment, ils ont un gros potentiel et ça peut devenir... Il n'y aura pas à être triste après une fois que les grands d'aujourd'hui seront partis à la retraite, parce qu'il y aura encore du spectacle à la relève et ça va le faire. Il y a du beau jeu à venir. Voilà, en tout cas, cette finale a été vite... le suspense a vite été enlevé. Et Antoine, si tu me permets, juste avant qu'on finisse sur ta rubrique sur la voile, j'aimerais répondre à nos spectateurs, notamment Londus Gay. C'est quoi les raisons officielles d'enlever le karaté? Alors justement, il n'y a pas vraiment eu de raison, et c'est ça l'incompréhension en fait. Rien que pour Steven D'Acosta d'ailleurs, qui est le principal intéressé, j'ai envie de dire, parce que c'est le principal champion. Et en fait, le karaté en France, c'est quasiment 300 000 licenciés. Et alors que le breakdance, c'est quoi? C'est à peine 5000, et du coup, voilà, ça porte une incompréhension. On sait vraiment pas pourquoi. Alors, je pense que si le Paris, ils ont voulu montrer, par exemple, en amenant le breakdance, les sports de rue, mettre en avant les sports de rue. Mais voilà, pour moi, le karaté mériterait amplement d'avoir sa place au JO. Et aussi dédicace à Matteo qui dit que Cyril Gane est incroyable. Et effectivement, on n'oublie pas que Cyril Gane, qui est pour moi l'un des meilleurs qui est le meilleur combattant français en MMA, forcément, il joue à l'UFC, et n'oublions pas qu'il combat Francis Ngannou pour le titre le 23 janvier prochain, 23 janvier 2022, sans oublier aussi en boxe anglaise Tony Oka qui affrontera Carlos Takam, donc un gros choc aussi le 15 janvier. Voilà Qui complète, Alexis. À noter quand même, on parlait de tennis juste avant, que nos petits Frenchies Pierre Gerber et Nicolas Mahut ont remporté le Masters en double pour la 2e fois. Je pense que c'était important de le souligner. Tu me coupes, Alexis, parce que c'était une question du quiz. C'était une question du quiz. Alors, je vois qu'il y en a qui ont certaines informations. Voilà. En tout cas, voilà. Ça a le mérite d'être précisé, mais c'est vrai que c'était la petite question du quiz. Les gars, par contre, si je me permets, je tiens à noter, je vois sur ton écran, Antoine, on a 17 viewers. Jean-Luc Mélenchon, il est à 30. Franchement, si on peut faire grimper le nombre de viewers, c'est parfait. Comme ça, on lui met sa petite gifle. Allez. Exceptionnel. Voilà, en tout cas, avant de conclure sur le fameux quiz, le quiz qui a été, je parlerai après du quiz qu'on a fait déjà la semaine dernière et qui sera reconduit chaque semaine. Un petit mot sur la Transat Jacques Vabre. C'était course en binôme à la voile qui a duré 15 jours. Les skippers partaient du Havre et devaient rejoindre la Martinique à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, selon les différents parcours. Et dans la nuit de ce lundi à mardi, Sébastien Rogue et Mathieu Souben ont créé la surprise puisqu'ils sont arrivés les premiers à bord de leur multicoque de 15 mètres, leur bateau primordial en catégorie des Ocean 50. Et aujourd'hui, à 15h17 à Fort-de-France, c'est Franck Camas et Charles Caudrelier qui ont triomphé en catégorie ultime. Je rappelle que pour cette édition de la Transat Jacques Vabre, il y avait 4 catégories de bateaux différents, 4 catégories différentes en fonction de la puissance des bateaux, et donc 3 parcours différents en fonction de la puissance des bateaux. Voilà pour la Transat Jacques Vabre, donc arrivée prochaine d'autres bateaux dans la semaine, et encore la semaine prochaine pour les classes 40, des bateaux moins rapides. Messieurs, c'est l'heure du quiz désormais. Le quiz. Voilà, l'arrivée du quiz, un fameux quiz. Alors la semaine dernière, l'émission malheureusement n'a pas été enregistrée, il n'y avait pas de replay disponible, mais je vais faire un petit point quand même au classement du quiz. Tanguy a marqué 2 points, tout comme Victor.
Tony, grâce à son pronostic bon, c'était quel match France-Finlande, je vous l'avais dit, 2-0. France-Finlande a marqué un point. Alexis, pour l'instant, le compteur est bloqué à 0. Voilà. Alors, j'ai 5 questions pour vous. Il y aura notamment une question par rapport à un pronostic de match que je vais noter juste après. Mais d'abord, les questions, je vais vous les poser. Première question, question foot, question Ligue 2. Ça se tenait hier. Quel était le score du match en Ligue 2 entre Dijon et Auxerre? C'était le derby. 2-1. 2-1. 3 partout, non 3 partout, non. 3-2 C'est du hasard. 2-3. C'est pas bon. Ouais, moi je sais pas. Hein. Je sais pas, je dis ouais, je sais pas. J'aurais dit, je sais pas. Ah, vas-y, un 0 Dijon, vas-y. j'en sais. 4-3. C'est Auxerre qui a gagné, je crois. Non 5-3 pour Dijon. Bon, il n'y aura, Je sais pas du tout. il y aura pas de points sur cette question. Je vois que vous connaissez bien la Ligue 2. Peut-être un point pour Tantelli, peut-être, je sais pas. Regarde la Regardez, réponse. 3-1 pour Dijon. Bravo Ah, Tantelli. bah, bravo Tantelli. Bravo, ouais, il a allez. l'internet aussi. Qui marque le point, mais bon, Tantelli, malheureusement, il n'y aura pas. Tu es un stream hacker, Tantelli, un stream hacker. Tu m'écoutes bien. 0 point pour vous, messieurs. Deuxième question, tu m'as coupé Alexis dans le tennis. Justement, en finale du double au Master de Turin, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert étaient disputés un match contre la paire Ram-Salisbury. Quel était le score du match? Alors, moi je sais du coup. Ah, dis-le, du coup, ça t'accordera un point. 6-4, 16-6. C'est un bon point pour Alexis. Alexis qui ouvre son compteur. Enfin. On a parlé du WRC, de ce titre de Sébastien Ogier tout à l'heure. Est-ce que peut-être Tanguy ou d'autres, vous avez suivi, pour donner le podium, le classement final des pilotes? Donc on a Sébastien Ogier en premier, Au championnat du monde ou au championnat du monde des pilotes. Moi je sais qu'il y a Ogier du coup en premier, logique. J'ai vu que Evans avait fini deuxième, le troisième. C'est bon. Le troisième, j'aurais dit Thierry Neuville. Et c'est bon. D'accord. Et Ouais, c'est il est bon. fort. Il est fort, il est fort. Il est fort. Comme pour la F1 la semaine dernière, Tanguy qui marque. Allez, un Sport point. Auto, les gars, c'est mon truc. hein. On a parlé également de rugby avec cette victoire éclatante du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande 40-25, mais il y avait aussi les femmes. Et je veux savoir sur quel score l'équipe de France féminine s'est imposée face aux All Blacks. 35 ou 25, un truc comme. Non. Non, c'est 42-15, non Non, c'est pas ça. Un truc dans ce genre. Un indice peut-être sur le score. La France a marqué plus de combien? Moins de 30. Moins de 30. Moins de 30 et 27. 27, non, c'est pas 27. 27-14, nous dit Tante 28-15. 77. Waouh. C'est pas 28, c'est 29, c'est un 29 quelque chose. 29-14 Ouais, 29, bon, 13. vas-y, dis-le. Bon, c'était 29-7. Pas Ouais, de, ce que j'ai dit. Non, j'ai pas de points. Ah ouais, d'accord, ok. Pas de points. Dernière question, c'est un pronostic maintenant pour le match ce soir entre Lille et entre Lille et Salzbourg, pardon. Je vais prendre votre pronostic. Qui est en premier? Je pense qu'on peut commencer par le vainqueur de la semaine dernière, Tony. Ouais, Tony, allez. Allez, je Allez, c'est bon, le champion des pronos. Non, je pense que Lille joue à domicile. Ils ont besoin de marquer des points absolument. Mais on a vu en Ligue des Champions, ça se finit toujours par des nuls souvent. dis les termes. Non, je pense que ouais, il y aura une. Allez, je dirais bien un 2-2. 2-2 pour Lille-Salzbourg. 2-2. Donc entre Lille et Salzbourg, Victor. Je vais dire 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. Il est Lillois, de toute façon, il va Ouais, même au ok. stade. Il va au stade Voilà. ce soir. Tu nous feras un petit compte rendu. Je serai là en tant qu'envoyé spécial de Team Sport. C'est ça, exactement. Alexis. Eh bien, j'ai envie de croire à la victoire de Lille et je vais dire 2-0 pour Lille. 2-0 pour Lille. Tanguy. 2-2. 2-2. T'as pas le droit de reprendre mes pronos. T'as dit 2? Ah merde. Si, Ouais, voilà. bah frère, ouais, non. Je rigole. Vas-y, 2-2. Je vois un 2-2. 2-2. Bon, allez, j'ai quand même donné un petit score moi aussi. Allez. Alors, Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire 1-0 pour Lille. Je vais dire 1-0 pour Mais Lille. non, mais n'importe quoi. Et ben on verra bien les résultats à l'issue du match. En tout cas, j'étais très content avec vous de faire cette émission. C'est super. Émission Merci. disponible très prochainement en replay sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Si tout va Sur bien. Twitch aussi, si tout se passe bien, ouais. Si Tout se passe bien. Bientôt prochainement, puisque là on est en format audio, c'est un format que j'utilisais aussi pour Mega.sport, l'émission en préambule de Team Sport l'année dernière. Mais prochainement l'émission Team Sport, donc avec toute l'équipe, va basculer d'ici 1 à 2 émissions en visuel, c'est-à-dire qu'en vidéo, pardon. L'émission donc sera, vous pourrez voir nos têtes, vous pourrez nous voir en tout cas. Ça arrive prochainement. Ça arrive prochainement. Ne vous inquiétez pas.
Et ouais, bah écoute, moi je me permets de dire un mot, excuse-moi, mais on a vu au début de l'émission que vous étiez pas assez nombreux à être là dès le début. Donc je pense que tout le monde autour de la table ici est content. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, voilà, donc on vous remercie d'être là. Et on espère que vous N'hésitez serez pas à là. partager. hein, N'hésitez pas à partager. Ouais. Puis on Suivez-nous peut- sur les réseaux sociaux aussi, Facebook, Insta, Twitter, on est présent. Et peut-être TikTok, hein, on sait pas, Arnaud. Et puis on peut saluer quelques followers, ton frère Victor, il y avait aussi Tantelli qui a pas mal Tente écrit. 77, bien Tente sûr. 77, Arnaud, Mathéo aussi qui était là. Mino Starboard aussi, j'ai vu. Mais d'abord, on n'a pas oublié de parler de rugby, on l'avait évoqué en début d'émission. Voilà messieurs, écoutez, moi c'est-à-dire normalement, logiquement, à la semaine prochaine. De toute façon, on communique sur nos réseaux sociaux. Et puis j'ai envie de dire ciao ciao, Restez connectés. Ciao, ciao, à la prochaine. si vous voulez. Salut. Allez, bisous tout le monde.